À l'âge de 12 ans, maître Dominique Mani a été accusé à tort d'un vol dans un magasin. Profondément blessé par cette injustice, ce jour a été une révélation. Pour lui, c'est décidé, il sera avocat. Aujourd'hui, son métier, c'est d'aider les autres à se défendre quand ils ont un problème ou qu'ils se sentent traités injustement. Pour nous permettre d'en savoir plus, il a accepté de répondre à nos questions. Bonjour maître! Bonjour à vous. À l'âge de 12 ans, vous avez été accusé d'un vol que vous n'aviez pas commis. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça s'est passé et comment vous l'avez vécu ? Ça s'est passé, j'avais 12 ans, j'étais avec ma maman et j'ai passé un portique de sécurité dans un magasin et le portique s'est mis à sonner. Ça s'est passé il y a 45 ans, donc à l'époque, les portiques n'étaient absolument pas discrets. Ça sonnait énormément fort. Il y a eu un attroupement, il y a une caissière qui est venue vers moi et vers ma maman, qui m'a secoué comme un prunier en disant « c'est un jeune, il a volé, il a volé ». Et puis finalement, en fait, c'était parce qu'une paire de chaussettes avait un antivol et la caissière avait oublié de l'enlever. Bien entendu, j'avais payé mes chaussettes. Ça a été vraiment marquant pour moi. Vous voyez, même 45 ans plus tard, j'y pense. C'est surtout par rapport à l'humiliation qu'a subie ma mère. C'est-à-dire que après que nous soyons sortis, déjà on n'a pas eu d'excuses. Le directeur du magasin a dit vous considérez que vous avez les excuses du magasin, mais c'est tout. Et puis quand on est sorti, il y avait des gens qui pointaient du doigt ma mère en disant tu vois c'est facile, tu donnes les chaussettes aux gosses et comme ça ils s'en tirent sans rien. Et ma mère avait beau protester auprès de cette dame en disant mais non mais on n'a pas volé, mon fils n'a pas volé. L'autre lui disait on a sa conscience pour soi et se moquait d'elle. Et pour moi c'était vraiment un révélateur puisque je me suis dit je me battrai contre ce genre d'injustice et maintenant j'y pense. À chaque fois que je défends quelqu'un qui est accusé de quoi que ce soit, j'ai une distance en disant est-ce qu'il l'a vraiment fait ? Est-ce qu'il n'est pas victime de quelque chose ? Est-ce que je peux prouver son innocence ? Et puis il y a aussi une conséquence, c'est que maintenant je fais très attention dans les magasins, c'est-à-dire que je regarde si on m'a enlevé l'antivol et je demande toujours un ticket de caisse pour vérifier effectivement si jamais j'ai un problème. Mais ça a été un fait très marquant pour moi et ça montrait surtout les préjugés que les gens pouvaient avoir, notamment vis-à-vis des jeunes. Puisque je me souviendrai toujours de cette phrase de la caissière en disant « c'est un jeune, il a volé ». Qu'avez-vous ressenti quand vous avez défendu votre premier client ? Alors j'ai eu beaucoup le trac. Quand j'ai défendu mon tout premier client, déjà j'étais dans un cabinet, j'étais ce qu'on appelait stagiaire. C'est-à-dire que je n'avais pas le droit d'exercer tout seul, je devais avoir un maître de stage qui me formait. Et donc je plaidais des dossiers pour lui. Et mon tout premier client, c'était un dossier pour lui. Et il m'a dit, on va te faire plaider en Bretagne, parce que comme ça, si tu es mauvais, personne ne le saura. Alors j'ai dit, oui, mais si je suis bon, personne ne le saura non plus. Donc je suis arrivé, c'était une ville qui s'appelle Fougères. C'était très difficile d'y aller, il fallait un train jusqu'à Laval, après il fallait un car. J'arrive là, et là, la bêtise à ne pas faire, j'ai dit à l'avocat de l'adversaire que c'était ma première plaidoirie. Et l'autre, il a plaidé en me regardant dans les yeux, en disant « Ah, tu vas pas pouvoir répondre à ça hein. ». Et il était dans un mode défi. Et moi, j'ai lu mes notes, mais j'étais pas très à l'aise, effectivement. Mais finalement, j'ai gagné. Ça s'est bien passé, je trouve. Votre métier vous demande de bien écouter les autres pour comprendre leur histoire. Quelles sont les situations d'injustice qui vous ont le plus marqué ? Les situations d'injustice qui me marquent, c'est quand vous avez un parent qui prive l'autre parent de ses enfants. Par exemple, il y a des parents qui sont séparés et il y a le papa ou la maman qui prend les enfants avec lui, qui refuse que l'autre parent les voie ou qui dit des horreurs à l'autre parent ou qui les dit aux enfants pour qu'ils ne voient pas l'autre parent. C'est un sentiment d'injustice parce que souvent, face à ça, la justice, elle est impuissante. J'ai notamment une affaire où un papa attend depuis des années de voir ses enfants et on lui dit « Vous avez raison, monsieur ». La mère les met en danger, la mère dit des choses qui sont inadaptées à vos enfants, mais nous on ne peut rien faire parce qu'ils sont restés trop longtemps avec la maman, on peut pas les séparer de la maman du jour au lendemain. Ces cas-là, j'ai vraiment un sentiment d'injustice par rapport à ça en me disant, ce monsieur, la justice lui dit, monsieur vous avez raison, mais on peut pas faire grand-chose pour vous, vos enfants, on les placera peut-être chez vous, mais progressivement, mais en attendant, c'est la loi du plus fort qui gagne. Certaines histoires peuvent être très dures à entendre. Comment faites-vous pour ne pas être trop triste ou pour garder votre calme ? C'est pas évident, hein. J'ai pleuré plus d'une fois, même en audience. Même récemment, où j'avais une affaire où il y avait une jeune femme qui s'était fait agresser par son petit ami.
Je défendais cette jeune femme et je défendais aussi ses parents. Et je parlais des parents qui, eux, avaient une culpabilité en se disant c'est nous qui l'avons conduite chez son petit ami le jour où elle a été agressée. Ce jour-là, j'avais les larmes aux yeux, mes clients aussi, ça s'est bien passé pour nous, mais effectivement, c'est pas évident toujours de rester en contrôle et d'avoir la distance nécessaire. Mais j'allais dire quelque part, ça permet de faire passer une émotion. Et je ne vous cache pas qu'il y a des fois, je rentre le soir, j'en ai vraiment gros sur la patate, comme on dit, parce que j'ai vu des choses qui sont pas toujours très gaies, qui sont un peu difficiles à supporter, surtout des choses qui concernent des enfants de votre âge. Et moi, j'ai 2 enfants qui ont à peu près votre âge. J'ai un fils qui a 17 ans et j'ai une fille qui a 14 ans. Je ne peux pas m'empêcher de me transposer par rapport à ça. Justement, je vous parlais de mon maître de stage tout à l'heure qui m'avait envoyé plaider. Quand il voyait que j'étais trop triste par rapport à un dossier que j'avais pu perdre, en disant mince, c'est de ma faute, il m'a dit mais vous vous prenez pour qui? Tout tourne pas autour de vous. Si vous avez perdu, c'est que le dossier était pas bon, que le client a mal répondu ou que le juge était de mauvaise humeur. Il y a aussi ces paramètres-là qu'il faut prendre en compte. Maintenant, quand j'ai des affaires dans lesquelles j'ai pas toujours raison ou que j'ai perdu, même si ça a des conséquences qui peuvent être terribles pour mes clients, je relativise les choses et je dis je suis pas responsable de tout, j'ai fait de mon mieux. Mais même parfois, quand on fait de son mieux, on n'arrive pas toujours au résultat qu'on espère. Certains de vos clients peuvent avoir fait des choses graves. Qu'est-ce qui pourrait vous amener à refuser de défendre quelqu'un ? Alors, en général, les clients que j'ai au pénal, ils ont tous fait des choses graves. Et donc si je commence à dire c'est grave, je ne veux pas vous défendre, j'aurai plus de clients. Et justement, les gens qui ont fait des choses graves, ce sont ceux qui ont le plus besoin d'un avocat. Alors, des choses graves qui peuvent être faites par mes clients ou par les clients d'autres, bien entendu. Ça peut être des agressions physiques, des agressions sexuelles. Ça peut être aussi des braquages. J'ai défendu des gens qui avaient fait des actes de terrorisme. Donc vous voyez, c'est très très large. La gravité, elle est vraiment importante. J'ai défendu quelqu'un qui avait tué sa petite amie parce que il était jaloux, il l'avait quitté pour un autre, et il est allé dans sa fac avec un couteau et il lui a donné des coups de couteau. D'ailleurs, c'était une affaire qui était relativement marquante pour moi parce que quand on lui a demandé pourquoi est-ce que vous avez fait appel de votre jugement, il a dit parce que je veux le maximum de la peine, parce que ce que j'ai fait, c'est trop grave. Donc ça a été terrible pour moi d'avoir un client qui dit condamnez-moi au maximum. Donc j'ai dû ramer avec ça, essayer d'expliquer les choses parce que c'était vraiment ce qu'on appelle un crime passionnel. C'est-à-dire que c'était vraiment un couple qui s'était aimé et qui, à un moment, elle l'avait laissé tomber, lui la voyait plus et il y avait des copains de elle qui lui téléphonaient à lui en disant on est avec ta copine, maintenant elle est à telle fac, etc. T'es pas capable de venir. Il y est allé, il avait un couteau. Et il a vu son ex-copine avec un autre garçon. Il s'est battu avec l'autre garçon et il a vu que l'ex-copine prenait de fait et cause pour l'autre garçon. Elle plaignait l'autre garçon. Et donc ça, il n'a pas supporté et donc il a donné un coup de couteau à son ex. Et c'était terrible parce qu'il disait, de toute façon, moi quand je suis libéré de prison, j'irai me tuer sur sa tombe. Alors les parents, ils disaient, mais on n'a pas envie que ce type, on le retrouve sur la tombe de notre fille. Enfin, c'était assez terrible, c'était poignant comme affaire. Pendant l'audience, je me suis fait, entre guillemets, c'est-à-dire que j'ai beaucoup engueulé les jeunes qui lui avaient téléphoné en lui disant, t'es pas capable de venir, elle a cours à telle heure, à telle fac, elle sort à telle heure, histoire de le provoquer. Parce que c'est eux qui ont été à l'origine de tout ça. Si vous avez fait quelque chose de grave, vous risquez beaucoup. Et parfois, vous risquez beaucoup, mais il y a des choses qui peuvent expliquer votre geste. Je ne peux pas, a priori, dire « Ah bah ça, je n'en veux pas ». En revanche, il m'arrive de refuser des clients quand je vois que ça ne matche pas entre moi et le client. Quand le client veut me faire dire des choses qui sont complètement absurdes. Je dis, écoutez monsieur, c'est votre ADN, c'est vos empreintes, il y a 15 témoins. Si vous me faites plaider l'innocence, c'est pas possible. Donc à ce moment-là, voyez peut-être avec un autre avocat, mais je suis sûr qu'il vous dira la même chose que moi. Mais en tout état de cause, moi, je ne peux pas plaider n'importe quoi. Un avocat, c'est pas un perroquet qui répète mieux que le client ce que le client a envie de dire. Nous, on doit aussi être crédible. Si je le suis pas, déjà ça se passera mal pour mon client. Et si je le suis pas, je serai plus crédible aux yeux du juge un jour où j'aurai une autre affaire. Donc il y a des fois où effectivement, quand le client me demande quelque chose d'impossible, je lui dis je suis désolé, je ne peux pas. Et puis on a aussi ce qu'on appelle la clause de conscience. Et donc la clause de conscience, c'est quand on n'a vraiment pas envie, pour une raison qui nous est personnelle, de défendre quelqu'un. Et ça m'est arrivé avec un pédophile. Non pas parce qu'il était pédophile, mais quand je lui racontais ce qu'il avait fait à une petite fille, il souriait, il prenait du plaisir à entendre ce qu'il avait
fait. Moi, j'ai dit, je peux pas. Moi, c'est pas possible, j'ai un blocage. Dans ces cas-là, je suis en train de juger mon client, j'ai pas envie de le défendre, c'est trop difficile, je suis désolé, mais quelqu'un qui, quand on lui dit qu'il a fait des choses horribles, dit « Ah, c'est bien, continuez à me dire que j'ai fait des choses horribles », je ne peux pas, c'est au-delà de mes compétences. Dans ce cas-là, j'ai dit non. À quoi ressemblent les coulisses du métier ? Comment ça se passe quand vous allez par exemple rencontrer vos clients en prison ? Les coulisses du métier, il faut venir chez moi en stage pour voir comment sont les coulisses du métier. Vous verrez comment je réponds aux clients, comment les gens essayent parfois de me tester, parce que on peut voir aussi que jamais j'ai un client qui vient me dire « Maître, je suis coupable, mais on va plaider l'innocence ». Ça n'arrive jamais. Vous pouvez voir comment les clients essayent de tester sur nous ce qu'ils vont dire chez le juge. Vous pouvez voir qu'il y a des clients qui prennent rendez-vous et qui viennent pas. Vous pouvez voir aussi que c'est parfois très dur de plaider parce que si on gagne, c'est normal pour notre client et si on perd, c'est qu'on a été mauvais. Donc vous voyez un peu cette espèce d'ingratitude du métier. Vous voyez aussi les difficultés qu'on a à convaincre le juge, même si on a un très bon dossier. Vous voyez qu'on fait un travail, beaucoup par écrit. Il faut être très littéraire pour faire ce métier, il faut aimer lire, aimer écrire, aimer faire des recherches, parce que j'ai pas toutes les lois dans la tête. Puis quand je vais voir mes clients en prison, pour moi c'est dur, et pour eux aussi. Parce que quand je les quitte, en fait, moi je suis libre. Et eux, quand ils me quittent, ils retournent dans leur cellule. Une fois, j'ai gaffé, j'ai dit à un client, je vous donne rendez-vous tel jour, et il me dit, je verrai si je peux me libérer. Donc, effectivement, il n'avait pas le choix, il serait toujours là. Et donc, j'ai dit, oui, excusez-moi, oui, effectivement, c'est vrai que vous êtes en détention. C'est pas toujours évident. Je me souviens d'une fois, c'était l'anniversaire de ma cliente, je lui ai apporté du chocolat. Et les gardiens l'ont vu, sont arrivés dans le parloir où j'étais, ils voulaient confisquer la plaque de chocolat, en disant, c'est grave, vous n'avez pas le droit, maître, d'apporter de la nourriture aux détenus. Je dis, mais c'est son anniversaire. Donc ils ont vérifié, c'était bien son anniversaire, donc ils ont quand même laissé la plaque, on a partagé avec eux, mais effectivement vous voyez, il y a des petites choses comme ça qui peuvent se passer en prison. Vous avez à la fois des gros malheurs et des petits bonheurs, et là c'était un petit bonheur, j'ai pu partager un peu de chocolat avec une cliente qui passait son anniversaire en détention. Vous pouvez faire face à toutes sortes de situations et de personnes. Quelles qualités faut-il pour être un bon avocat ? Il y a des qualités techniques et des qualités humaines. Alors les qualités techniques, pour être un bon avocat, comme je vous ai indiqué, il faut aimer faire des recherches, parce que les lois, on les a pas toutes en tête, donc il faut savoir où chercher, et c'est pas sur Internet, c'est pas sur l'IA. On a des logiciels spéciaux, où on a les dernières lois, les dernières décisions de justice, et c'est là où on va chercher. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il faut aimer rédiger, parce que l'argumentaire que je vais dire au juge, je dois le lui écrire aussi. Et donc, je dois faire ce qu'on appelle des conclusions, c'est-à-dire des écritures où j'ai tous mes arguments que je lui explique en disant voilà le texte applicable, voilà ce qui s'est passé, voilà pourquoi mon client a raison, voilà pourquoi il faut me croire. Il faut savoir faire ça aussi, il faut être bon en expression orale, à peu près. Ça, ce sont les qualités, j'allais dire, techniques. Et les qualités humaines, il faut aimer les gens. On appelle ça l'empathie. Si quelqu'un arrive chez moi, à mon cabinet, qu'il a un problème, et je lui dis moi j'en ai d'autres, j'ai aussi mes problèmes, chacun ses problèmes, ça me gave de vous défendre, je serai pas un bon avocat. Donc j'ai un travail d'écoute. Les gens, ils sont là pour décharger leurs problèmes sur nous. Ils ont besoin de nous parler. On est à la fois le confident, le psy, l'avocat, l'assistante sociale des fois. Et puis il faut être surtout disponible. Quand j'ai un client qui m'appelle en me disant je suis en garde à vue, je vais pas lui dire non mais excusez-moi là non mais je suis en famille, j'attends, j'ai demandé une dédicace à la radio, j'attends qu'elle passe, je veux m'écouter, j'ai écouté ma dédicace. Ou je dors là c'est le week-end, je peux pas dire ça. Mon client il est en détresse, j'y vais. Quelle que soit l'heure, quelles que soient les circonstances, j'ai un client qui est dans un local de gendarmerie ou de police, qu'on accuse de quelque chose et que je dois défendre, je vais le voir. En France, les lois sont compliquées et elles changent souvent. Comment faites-vous pour toutes les connaître ? Alors, je les connais pas toutes. Mais comme je vous disais, je sais où chercher. C'est-à-dire que concrètement, on a ce qu'on appelle une veille juridique. C'est-à-dire qu'on reçoit des mails qui nous disent, voilà, il y a une nouvelle décision qui est parue, il y a une nouvelle loi qui est parue, on se tient au courant. Mais quand quelqu'un vient me voir, en général, je ne lui donne pas la solution tout de suite. Je lui donne quelques idées très générales. Je dis, pour le reste, je vais vous écrire. Et là, je fais mon travail de recherche pour voir si ce que je voulais lui dire est toujours la loi en cours, parce que les lois, ça change souvent. Et les décisions de justice, il y en a pratiquement tous les jours. Donc c'est pas évident pour moi de donner la loi applicable. Parce que ce que j'ai appris moi quand j'étais en faculté de droit, c'est déjà vieux depuis longtemps.
C'est plus du tout la loi applicable. J'ai revu mes cours récemment, j'ai fait du tri chez moi, j'ai vu mes cours, j'ai dit mais c'est pas vrai, c'était ça. Tous mes cours maintenant, je peux les mettre à la poubelle parce que les lois ont changé, la société change aussi. Et donc, les lois s'adaptent à la société. Un avocat ne gagne pas toujours. Que ressentez-vous quand vous n'arrivez pas à défendre votre client ? Nelson Mandela disait moi, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Quand j'ai un client qui n'a pas la décision que j'aurais espérée pour lui, ou une cliente pour elle, effectivement, moi, je suis un peu frustré, mais je me dis, qu'est-ce qui n'a pas marché ? Et je me dis, est-ce qu'on peut changer les choses ? C'est jamais complètement fini. On peut faire appel, avoir un deuxième jugement. Est-ce que j'ai bien défendu cette personne ? Et puis, comme le disait mon maître de stage, on n'est pas toujours responsable de tout, ni le centre de tout. Le tout, c'est de faire de son mieux. Vous allez voir dans les métiers que vous allez avoir plus tard, vous allez faire de votre mieux, mais vous n'allez pas toujours avoir un bon résultat. Mais vous aurez fait de votre mieux. C'est ça qui est bien. C'est ce qu'il faut retenir. Vous avez donné votre meilleur. Et parfois, même en donnant son meilleur, il y a des choses qui vous échappent. Kylian Mbappé, il gagne pas tous ses matchs. Il y a des fois où il a un coup de moins bien, puis il y a des fois simplement l'adversaire est plus fort ou il y a un fait de jeu qui fait que il doit perdre. On vit avec ça. Dans la vie, c'est comme ça. Il y a des moments où on gagne, des moments où on perd. Quand on gagne, on est très heureux, mais c'est pas pour autant que quand on perd, faut dire je suis nul, c'est pas moi, c'est de ma faute, c'est affreux, ça me ressemble pas, pourquoi j'ai fait ça, etc. Non, faut pas se mortifier comme ça. Ayez confiance en vous. De toute façon, c'est Confucius, c'est un sage chinois qui disait ça. Il disait si tu fais comme métier ta passion, alors tu ne travailleras jamais. C'est-à-dire que tu n'auras pas le sentiment de travailler, tu feras ta passion comme tu ferais un loisir. C'est ce que je fais, moi je suis passionné, j'adore ce que je fais. Dans ces cas-là, on compte pas ses heures, on a quelques contrariétés, mais effectivement, on avance quand même. Aucune de vos journées ne se ressemble. Qu'est-ce que vous préférez dans votre métier ? Alors ce que je préfère dans mon métier, c'est recevoir les gens, les écouter, leur donner des conseils, on se sent utile. Et ce que j'aime beaucoup, c'est convaincre. Quand on plaide, c'est quelque chose, c'est important, ça nous procure une certaine joie, un plaisir, mais quand on réussit à convaincre, c'est-à-dire que quand le juge dit « Maître, ce que vous avez dit, c'est bien, je le crois », effectivement, pour nous, c'est le plaisir suprême de l'avocat. Ça m'est arrivé une fois où j'avais un client très difficile qui était agité dans le box des ce qu'on appelle les prévenus, donc les personnes qui passent en correctionnel. Et puis à un moment, le juge veut lui rappeler son passé, ce qu'il a fait, il avait déjà été condamné. Et lui dit non, j'ai pas envie. Alors il s'agite. Les gendarmes le ceinturent, l'expulsent du box et donc je suis obligé de plaider sans mon client. J'ai essayé de faire comme j'ai pu. Et le juge a fait revenir le client, lui a dit « Écoutez monsieur, j'étais prêt à vous donner le maximum de la peine. Mais c'est dommage que vous n'ayez pas écouté votre avocat parce que vous pouvez lui dire merci avec ce qu'il a dit. Je vais être beaucoup plus coulant que ce que j'aurais voulu être compte tenu de votre attitude. Vous voyez, votre attitude, ça vous plombe, mais votre avocat, il a sauvé les choses. Ça m'a fait vraiment plaisir. Je me suis dit, voilà, c'est pour ça que je plaide. C'est ça mon métier, c'est ça le sens de ma vie et de mon métier, c'est de faire ça. » Parler devant un juge doit être impressionnant. Qu'est-ce que vous trouvez le plus compliqué dans le métier d'avocat ? De parler devant un juge parce que il y a autant de juges qu'il y a d'hommes ou de femmes. Parfois, un argument qui va porter sur un juge ne portera pas sur un autre juge. Donc, il faut que je réussisse vraiment à cerner la personne que j'ai en face de moi parce que certains, je vais dire quelque chose et ça va vraiment glisser sur eux parce que de toute façon, c'est pas du tout leur vision du dossier ou c'est pas leur vision de la vie. C'est vraiment pas évident pour moi que de convaincre un juge dont je ne sais rien, qui s'est peut-être mal réveillé le matin, qui a peut-être des souffrances personnelles, une vie personnelle, qui fait que quand je défends un cambrioleur, lui il a été cambriolé, donc il n'a pas envie de me donner raison. Par exemple, le plus dur pour moi, c'est d'avoir quelqu'un en face de moi qui va juger mon client, qui en jugeant mon client va juger mon travail aussi, et dont je ne sais rien. Alors, ma plaidoirie la plus dure, c'était pendant le Covid. Parce que pendant le Covid, j'ai dû plaider par téléphone. On ne tenait pas les audiences et il fallait que je sois au téléphone depuis chez moi pour plaider pour mon client. C'était terrible parce que en face de moi, j'avais quoi ? J'avais mon bureau. Je pouvais pas capter un regard. Je pouvais pas essayer de convaincre quelqu'un. Et j'avais que le silence. J'avais le vide. Face à moi, je me suis dit, mais est-ce qu'ils m'entendent ? Est-ce qu'ils m'entendent pas ? Etc. Et donc, c'était terrible. Et j'ai l'impression que ça a été ma plus mauvaise plaidoirie. J'avais pas d'accroche.
Je pouvais pas parler comme je vous parle aujourd'hui. Je parlais tout seul. Je parlais dans le vide. J'avais l'impression que je ne mettais pas le ton qu'il fallait. Et puis à un moment, j'ai dit maintenant je raccroche. Et à ce moment-là, il y a le président du tribunal qui a dit oui maître, vous n'allez pas assister au délibéré, vous n'allez pas voir comment on discute de votre cas. Oui, d'accord. Donc effectivement, c'est ce qui m'a le plus marqué. Je me dis qu'effectivement, mon métier, c'est un métier de contact. Et c'est un métier humain. Je peux pas plaider à distance. C'est pas possible. Il faut de l'argent pour pouvoir se faire défendre par un avocat. Comment faites-vous quand vos clients ne peuvent pas vous payer ? En général, vous avez toujours une possibilité. Si vous n'avez pas d'argent, il y a un système qui s'appelle l'aide juridictionnelle. Déjà, vous êtes des enfants, si vous n'avez pas d'argent, bien vous serez quand même défendu par un avocat, quoi qu'il en soit. Soit vos parents pourront régler, soit vous aurez un système où c'est l'État qui va me payer moi. Donc ça, c'est important. En France, on a un principe, c'est que jamais personne ne doit renoncer à un avocat parce qu'il n'aurait pas les moyens. On a toujours des systèmes qui permettent d'avoir un avocat. Et puis vous avez aussi des systèmes d'assurance, ça s'appelle l'assurance protection juridique. Et parfois, sans le savoir, on a cette assurance parce que c'est une assurance qu'on prend en même temps que l'assurance pour la maison, l'assurance pour la voiture ou avec la banque. Ce sont ces assurances qui me payent quand les personnes n'ont pas les moyens. Donc ne vous inquiétez pas, même si vous n'avez pas d'argent, votre avocat pourra être payé et vous pourrez effectivement avoir accès à un avocat. Et je ne vous cache pas qu'il m'est déjà arrivé de défendre des gens gratuitement aussi. Parce que c'était des gens qui gagnaient un peu plus que l'aide juridictionnelle, mais pas trop, ça se jouait à 1 ou 2 euros près. J'ai décidé de faire ce qu'on appelle du pro bono, c'est-à-dire pour le bien de la personne. Effectivement, il y a des gens qu'on a envie d'aider et à qui on dit écoutez non, vous ne devez rien et puis je vous défendrai pour le sport. On sait que les avocats travaillent beaucoup. Comment arrivez-vous à garder un bon équilibre entre le travail et la vie de famille ? Alors c'est très dur, garder un bon équilibre entre la vie de famille et le travail. Mes enfants, parfois, ils disent « Papa connaît pas » parce que le week-end, souvent, j'ai un dossier à terminer ou j'ai quelqu'un en garde à vue, donc je dois aller le voir. Hier soir, vous voyez, c'est vraiment un bon exemple. Hier soir, je suis rentré chez moi, il était 22h et je suis parti, il était 6h30 du matin. Donc il y a des journées comme ça qui sont un peu plus chargées que les autres, mais j'essaye quand même de prendre du temps pour ma famille, de faire des coupures. Et donc, notamment, j'ai fait en sorte, avant, l'adresse email du cabinet, c'était mon adresse personnelle. J'ai coupé ça. Donc maintenant, quand je suis en vacances, je reçois pas mes mails pour le cabinet. Il y a quelqu'un qui les traite à ma place, mais c'est pas moi. Et même chose pour le portable. Aucun de mes clients n'a mon portable. Parce que pas envie que pendant que je suis avec mes enfants, même si ça peut être une urgence, une détresse, quelque chose, qu'on peut-être me prenne ces moments-là. Donc il y a des moments quand même où je m'astreins à faire une coupure. Parce que sinon, mes enfants, je les verrai pas grandir. Déjà, j'ai l'impression de ne pas les avoir vus grandir. Ça passe tellement vite, vous savez, je les revois encore tout petits, maintenant ils sont ados. Donc, et c'est pas évident, parce que c'est la contestation qui vient. Je vais vous assurer que c'est pas évident. Et parfois, je me dis, mais mince, je les comprends pas toujours, mes ados. Je pense que ça peut arriver à tous les parents de pas comprendre son ado. Moi, je me dis, mais j'ai peut-être raté quelque chose, peut-être que j'ai pas été assez présent quand ils étaient en primaire, notamment. Vous voyez, je vais être en vacances la semaine prochaine, et là, pendant ces vacances, je vais faire des choses avec mes enfants et surtout, je vais essayer de partir loin pour pas être joignable. Pour finir, quelle est votre plus belle réussite en tant qu'avocat ? Il y en a quelques-unes. Alors la plus belle, la plus émouvante que j'ai, c'est pour une cliente qui avait 12-13 ans et son père l'agressait. Elle avait perdu sa maman était morte. Elle était sous la garde de son père et son père la maltraitait. Et le père voulait pas l'avouer. Et à l'audience, j'ai réussi à lui faire reconnaître ce qu'il avait fait, ce qui était très important pour ma cliente. Pour elle, c'était très important que son père s'excuse, ce qu'il a fait, et puis qu'il reconnaisse qu'elle était victime. Quand il y a eu la condamnation, on est tombés dans les bras l'un de l'autre, il y a eu beaucoup de larmes, c'était très émouvant, et j'y repense encore parce qu'on est restés amis, et donc je suis allé quelques années plus tard à son mariage. Et à son mariage, elle a fait un discours en disant il y a des personnes qui m'ont aidé à me reconstruire, notamment mon avocat qui est là. Ça faisait vraiment plaisir, et je suis encore en contact avec elle, donc maintenant elle a fait sa vie, elle est heureuse, mais ça a été vraiment, j'allais dire, mon plus beau combat. La plus belle réussite, c'est ça, c'est quand je défends quelqu'un qui peut se reconstruire, et quand je l'ai aidé à se reconstruire. Tout le bonheur du monde, il est là. Comment vous avez fait à aider qui dise pardon à sa fille ? J'ai fait appel à ses sentiments de papa. Je lui ai dit, écoutez, votre fille en a besoin. Si vous le faites pas, vous la traiterez comme une serpillière, quoi.
Il faut avoir un sentiment humain et c'est le moment de le dire. J'ai dit, vous n'aurez pas d'autre occasion. C'est le moment. Votre fille, vous avez partagé des choses qui n'étaient pas drôles ensemble, la mort de votre femme, qui est sa maman, et donc ne rajoutez pas du malheur au malheur. Ce qui a poignardé, il était en prison ou pas? Oui, mais quelque part, le fait qu'il ait reconnu, ça l'a aidé aussi. Parce que s'il ne reconnaissait pas, il risquait une plus forte peine de prison que ce qu'il aurait eu. Ça a beaucoup aidé. Encore que, c'était parole contre parole. Donc c'était très dur. Il aurait pu très bien aussi être acquitté, c'est-à-dire être déclaré innocent. Ça aurait été la chose la plus horrible qui soit. Vous savez, vous, qui l'a fait, vous êtes victime de quelqu'un, et cette personne, s'en tire sans rien. Ça, c'est terrible. C'est terrible quand il y a aussi un manque de preuves. C'est souvent dans les affaires d'abus sexuels. C'est parole contre parole. Et c'est terrible quand quelqu'un est victime et quand on lui dit non, la personne, on la déclare innocente, ou même il n'y aura même pas de procès. C'est-à-dire, la personne, elle a ce qu'on appelle un non-lieu. Vous savez ce qu'elle vous a fait. Et la justice dit, mais moi, j'ai pas de preuves. Je peux rien pour vous. C'est ça le plus terrible. J'allais dire, c'était vraiment mon va-tout. Quand j'ai parlé à ce papa, quand j'ai voulu vraiment qu'il se lâche et qu'il avoue, ça passe ou ça casse. Mais si ça passe, c'est beau. C'est passé. Merci à Maître Dominique Magny, avocat, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Cette émission a été réalisée par les élèves de 6e du collège Condorcet de la Chapelle de Guercher, en atelier scolaire avec Radio Aléo. Vous pouvez retrouver toutes les émissions de notre classe sur le site internet radioaléo.fr.